La Terre change à un rythme terrifiant. Depuis le début du XXIe siècle, l'environnement se dégrade si rapidement qu'il est devenu impossible de l'ignorer. Les déchets industriels se déversent librement dans les rivières, des gaz toxiques sont relâchés dans l'atmosphère sans aucune limite. Là où prospéraient autrefois de denses forêts s'élèvent désormais des montagnes d'ordures, et pourtant, l'humanité semble inconsciente du danger. Les années passent. En 2037, la planète est presque méconnaissable. La température moyenne a augmenté d'un accent grave peine 1,5 degré. Cela semble peu, mais les conséquences sont catastrophiques. Les calottes glaciaires fondent à un rythme sans précédent, le niveau de la mer ne cesse de monter, et l'eau a déjà englouti 20% des terres. Des régions entières reposent sous les vagues, et les villes côtières deviennent de véritables Atlantides modernes. Les incendies de forêt font rage, jour et nuit, sans répit. Chaque jour, des espèces entières disparaissent, s'éteignant les unes après les autres, et l'humanité à peine le remarque. Un jour sombre, Israël accueille un nouveau sommet climatique des Nations Unies. L'événement commence comme prévu. Sur scène, l'hologramme d'une femme apparaît et prononce un discours passionné devant les participants. Elle pose une question simple, quand avez-vous vu pour la dernière fois un ciel vraiment bleu et dégagé? Elle rappelle l'avertissement lancé par les scientifiques du monde entier en 2015, l'année de sa naissance. Ils avaient dit clairement, si la température moyenne augmente de 2 degrés, le monde fera face à des conséquences catastrophiques. Mais les entreprises avides, motivées uniquement par le profit, ont ignoré cet avertissement. Elles ont continué à polluer la planète, à détruire la nature et à épuiser ses ressources. Aujourd'hui, l'humanité paie le prix de cette courte vue. La femme exhorte les délégués présents à réfléchir sérieusement à la survie de l'espèce humaine. Ces paroles résonnent. Partout dans le monde, les citoyens descendent dans la rue. Des manifestations éclatent, les peuples exigent de véritables mesures de leur gouvernement, et non des promesses vides. Mais à l'intérieur du centre de conférence, l'ambiance est tout autre. Les délégués sont trop préoccupés par la crise actuelle pour penser à l'avenir. Des années de température anormalement élevées ont provoqué la sécheresse dans les 2 tiers des pays du monde. Que la température augmente de 2 ou de 10 degrés, cela ne change rien, sans eau, on ne survit pas. Des milliards de personnes sont privées d'eau potable. Quant à l'irrigation des cultures, elle est devenue impossible, il n'y a tout simplement plus d'eau. Pour beaucoup, la seule option est de fuir vers l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Mais l'Union européenne ne peut pas physiquement accueillir un afflux aussi massif de réfugiés. C'est alors qu'Omar Haddad, délégué de l'Algérie, prend la parole. Son pays souffre lui aussi d'un manque de ressources, mais il affirme que fuir n'est pas la solution. La réunion dégénère rapidement en débat houleux. Les représentants de différents pays s'affrontent sans parvenir à un compromis. Omar propose alors une solution inattendue, il s'adresse à la société Alpha. Celle-ci pourrait fournir gratuitement sa technologie de dessalement, résolvant une fois pour toutes le problème de l'eau douce. La proposition choque toute la salle. Les délégués échangent des regards stupéfaits. Personne ne croit qu'une entreprise privée, la plus grande du monde, accepterait un tel acte de générosité. Mais Omar leur rappelle que la sécheresse engendre une instabilité politique et économique, et qu'Alpha n'a évidemment aucun intérêt à cela. La déléguée palestinienne soutient son propos, avertissant qu'une telle crise pourrait rallumer le conflit entre son pays et Israël. La déléguée française interprète ces mots comme une menace, mais Omar répète calmement, ils ont seulement besoin d'eau. La française réplique qu'Alpha ne donnera jamais rien gratuitement, elle exigera forcément quelque chose en retour. Soudain, Omar reçoit un appel urgent et quitte précipitamment la salle. La scène se déplace alors vers une forêt en flammes en Amérique du Nord. L'épouse d'Omar, Rebecca, enceinte de 8 mois, court à travers les arbres aux côtés de sa collègue. Elles étaient venues observer l'activité des oiseaux, mais un brusque changement de vent pousse l'incendie, qui brûlait au loin, droit sur elles. Heureusement, le GPS de leur téléphone fonctionne encore, et bientôt un hélicoptère de secours arrive pour les évacuer de l'enfer. À l'hôpital, la collègue de Rebecca lui demande si elle compte rejoindre l'organisation à but non lucratif derrière une nouvelle initiative ambitieuse, Ménagerie 2100. Le projet vise à collecter du matériel génétique de diverses espèces au cours des prochaines décennies, afin, une fois le climat stabilisé, de ramener à la vie les animaux disparus. Sa collègue reste sceptique, ce projet, dit-elle, est un acte de résignation, un espoir placé dans un avenir qui n'arrivera peut-être jamais. Rebecca pense que quelque chose vaut mieux que rien et essaie de rester optimiste, mais sa collègue ajoute sombrement qu'à ce rythme, il faudra bientôt envisager de ressusciter aussi les humains. La fin approche plus vite qu'il ne le croit. En apprenant l'état de Rebecca, Omar quitte immédiatement la conférence et se précipite auprès de sa femme. Il confie ses droits de vote à la déléguée palestinienne, espérant qu'elle prendra la bonne décision et votera pour une véritable solution à la crise de la sécheresse. Soudain, un tumulte éclate à l'extérieur de la salle. Un homme masqué fait irruption en criant que la société Alpha est le véritable ennemi de la planète. Les agents de sécurité tentent de l'arrêter, mais il continue de hurler ses accusations. Pendant ce temps, à Londres, Nick Bilton, le PDG d'Alpha, mène une vie de luxe. Il se prélasse dans l'immense piscine de sa somptueuse villa. Une voix féminine résonne dans les haut-parleurs, c'est une assistante virtuelle qui le tient informé des dernières nouvelles. La voix l'avertit que si l'entreprise offre sa technologie de dessalement au pays dans le besoin, les pertes dépasseront 2,7 milliards de dollars. Bilton s'en moque totalement. Son attention est tournée vers l'Arctique. C'est là qu'il prévoit de construire le casino le plus extravagant du monde. Sa logique est simple, avec la hausse des températures mondiales, le pôle Nord deviendra bientôt le dernier paradis sur Terre. Les touristes fortunés s'y presseront, cherchant désespérément à échapper à la chaleur insupportable. Peu après, sa conseillère juridique entre dans la pièce. Elle exprime ses inquiétudes quant au projet, construire un casino en Arctique n'est pas chose aisée. Les droits d'exploitation minière appartiennent à l'ONU, aucun pays ni aucune entreprise ne peut prendre de décision unilatérale sur ce territoire. Bilton l'ignore une fois de plus.
En réalité, il n'a pas besoin d'un casino, ce n'est qu'une couverture. Son véritable objectif est d'atteindre les plus riches gisements minéraux enfouis sous la glace arctique. Les incendies de forêt qui ravagent le monde entier ont fait exploser les prix des métaux rares, le nickel, le cuivre et le cobalt sont devenus le nouvel or. Devant le bâtiment de l'ONU, une foule immense s'est rassemblée. Les gens manifestent du matin au soir. Aujourd'hui est le dernier jour du sommet, et tout le monde espère entendre un plan environnemental concret de la part de Bilton. Les citoyens s'inquiètent de la crise de l'eau et redoutent que les capitalistes avides trouvent un moyen de repousser encore les limites de température jugées sûres. C'est alors que le cortège de Bilton arrive. Sa juriste entre précipitamment, tout excitée, toutes les parties ont accepté leur proposition. Alpha détient désormais les droits d'extraction minière dans l'Arctique. En échange, l'entreprise cédera son brevet de dessalement de l'eau ainsi que quelques avantages supplémentaires. Mais soudain, un homme masqué apparaît devant le cortège, le même manifestant que celui de la salle de conférence. Il se verse une bouteille d'essence sur le corps et sort un briquet. Les flammes jaillissent. L'homme devient une torche humaine. Il espère que son sacrifice réveillera les consciences et forcera les politiciens et les hommes d'affaires à affronter la vérité. Mais le geste est vain. Rien ne change, et le monde continue de glisser vers le bord de l'abîme. Le lendemain matin, Bilton monte sur scène et prononce un discours parfaitement calibré devant les délégués et les caméras. Il annonce qu'Alpha fournira gratuitement sa technologie de dessalement de l'eau de mer à tous les pays qui en ont besoin. De plus, Alpha rejoindra les accords de Tel Aviv pour lutter contre le réchauffement climatique. L'entreprise s'engage à tout faire pour maintenir la température moyenne en dessous de 2,3 degrés. Les manifestants à l'extérieur peinent à contenir leur colère, la destruction de la planète ne peut pas continuer, et même un dixième de degré compte. Mais tel est le compromis du sommet. Les délégués cèdent volontiers les droits d'exploitation minière de l'Arctique. En échange de la technologie de dessalement, ils peuvent désormais présenter des avancées à leurs électeurs. Omar retrouve enfin Rebecca. Mais le stress, l'effort physique et la fumée dense ont laissé des traces. L'accouchement se déroule bien, mais leur bébé est diagnostiqué avec une malformation cardiaque congénitale. Le père essaie de rester positif, peut-être qu'à l'avenir, la technologie progressera suffisamment pour rendre ces problèmes mineurs. Leur conversation est interrompue par un autre appel, cette fois, c'est la collègue palestinienne d'Omar. Elle admet avoir fait le mauvais choix, en acceptant d'élever le seuil de température, elle a sacrifié l'avenir pour le présent. Pendant ce temps, avant que la décision sur l'Arctique ne soit finalisée, Bilton remet les premiers plans du projet à un promoteur cupide. Celui-ci commence aussitôt les préparatifs de recherche. Son assistant rédige rapidement un plan de construction, mais averti, commencer les travaux en Arctique accélérera la fonte des glaces, le niveau de la mer montera plus vite, et le public explosera de colère. Le promoteur ne s'en émeut pas cyniquement, il se dit qu'une montée du niveau des mers signifie plus de contrats pour moderniser les bâtiments côtiers. Quant à la catastrophe elle-même, il ne vivra probablement pas assez longtemps pour la voir. Ensuite, il s'envole vers l'Arctique pour examiner les lieux. Le promoteur rêve de chasser des ours polaires. Son partenaire, enthousiaste, ajoute à l'idée, le futur casino pourrait proposer des safaris de chasse pour les clients fortunés. Leur assistant brise aussitôt leurs illusions et les ours polaires ont disparu depuis des années. Les seuls animaux arctiques encore vivants sont les morses. Ils arrivent sur le site. Le spectacle est saisissant. L'Arctique n'est plus recouvert d'immenses glaciers, et la mer alentour est parsemée de blocs de glace dérivants. Des touristes se promènent librement en vêtements légers et plus besoin de manteaux épais. Mais le promoteur remarque bientôt quelque chose d'étrange. Partout sur la zone prévue pour la construction, des morceaux de minerais rares sont éparpillés. D'après leur apparence, la concentration d'éléments précieux est extrêmement élevée. Il comprend immédiatement la situation, le casino ne sera jamais construit. Il faut d'abord extraire tous les minéraux. Bilton l'a piégé. Une victoire pour Alpha, un désastre pour le promoteur. Tandis qu'il réfléchit à la suite, une petite otarie sort la tête de l'eau. Le promoteur lui fait signe, regrettant de ne pas avoir apporté de fusil. Soudain, un bruit derrière lui le fait se retourner. Une énorme femelle morse surgit. Puis un cri perçant, glaçant le sang, déchire le silence arctique. Le morse l'attaque, et il meurt sur le coup. Le temps passe. Nous sommes en 2046, et les problèmes environnementaux de la Terre n'ont fait qu'empirer. La température moyenne mondiale a déjà augmenté de 1,8 degré. Une brume jaunâtre et suffocante emplit l'air partout. Le niveau des mers a tellement monté que d'immenses portions de terre ont disparu sous l'eau. Beaucoup de gens vivent désormais dans des villes partiellement submergées par l'océan. Mais ce n'est même pas le pire, 95% des animaux de la planète ont disparu. Rebecca travaille pour une organisation de protection des animaux. Elle poursuit ses recherches et collecte des données sur diverses espèces. Sa priorité actuelle, les baleines à bosse, presque éteintes. Selon les rapports du mois dernier, il n'en reste plus que 4 dans le monde. Mais soudain, une collègue apporte une terrible nouvelle, 3 baleines à bosse se sont récemment échouées sur les côtes de la Colombie. Rebecca ressent une profonde tristesse et un sentiment d'impuissance. La principale source de nourriture des baleines, le krill, s'est éteinte l'année précédente. La chaîne alimentaire s'effondre, et l'humanité est impuissante. Déterminée, Rebecca décide de partir à la rencontre de la dernière baleine encore en vie, une femelle qu'on n'a pas vue depuis plusieurs jours. Mais avant cela, elle envoie son fils Ezra à l'école. Hélas, son père n'a pas survécu, l'une des innombrables catastrophes naturelles lui a coûté la vie. Le garçon porte sur la poitrine un petit dispositif rond, un moniteur qui suit son état cardiaque et contrôle constamment sa santé. Après avoir tout organisé, Rebecca quitte le bâtiment et monte dans sa voiture volante, programmant sa destination, la base de recherche de Malaga. En vol, elle observe les alentours partout, le ciel est brun et jaune à cause des incendies sans fin. À l'école, les enfants étudient des hologrammes d'animaux disparus.
Ezra affirme que sa mère lui a montré de vrais tigres, mais les autres rient, convaincus que les tigres ont disparu en même temps que les dinosaures. Ezra insiste fermement, sa mère travaille avec les tout derniers spécimens encore vivants. Un camarade lui demande de se calmer et il ne doit pas s'énerver à cause de sa maladie. Pendant ce temps, Rebecca arrive à la base. Elle prend l'ascenseur jusqu'à la salle de surveillance qui surplombe le détroit et active le sonar. La fréquence unique de communication de la baleine se propage dans les profondeurs de l'océan. Si la dernière baleine à bosse est dans les environs, elle entendra le signal et viendra. Après quelques instants de tension, Rebecca reçoit enfin une réponse. Bientôt, une immense créature apparaît devant elle. La dernière baleine à bosse est là. Rebecca ne peut contenir son émotion. Elle lance rapidement le programme de conversion audio, qui lui permet de communiquer directement avec la baleine. L'animal, reconnaissant les sons familiers, semble intrigué. Comment Rebecca parvient-elle à reproduire ses propres vocalises? Les baleines à bosse comptent parmi les animaux marins les plus intelligents, dotés d'un système de communication incroyablement complexe. La femelle semble consciente de sa mortalité. Son dernier souhait est de devenir mère. Rebecca cherche désespérément les mots justes dans le programme de traduction. Tristement, elle dit à la baleine la vérité, elle est la dernière de son espèce. Mais la baleine la surprend. La femelle explique qu'elle a récemment entendu l'appel d'une autre baleine de sa race. D'un puissant coup de queue, elle s'éloigne vers l'horizon. Rebecca contacte immédiatement ses supérieurs, tentant de les convaincre de fournir de la nourriture aux dernières baleines survivantes. Ce n'est pas une décision facile, une baleine à bosse consomme plus de 1300 kg de nourriture par jour. Au-delà du poids financier, il y a aussi la pression de l'opinion publique. Après tout, d'innombrables réfugiés dans le monde meurent encore de faim. De retour chez elle, Rebecca écoute les enregistrements de la baleine sur son ordinateur pendant qu'Ezra regarde des vidéos de sa défunte grand-mère, Eve, qui, avant de mourir d'un cancer du foie, avait enregistré d'innombrables histoires pour son petit-fils. Fait intéressant, Rebecca avait également téléchargé un échantillon de la voix d'Eve dans le programme de conversion audio. Ainsi, la baleine femelle lui parle maintenant avec la voix de sa mère. Ezra, sachant que sa maladie cardiaque pourrait limiter son espérance de vie à 30 ans, demande à sa mère si elle permettrait un jour que sa propre voix soit utilisée pour un autre animal. Rebecca secoue fermement la tête, le rassurant, il vivra longtemps. Dans les jours qui suivent, Rebecca visite toutes les stations de surveillance océanique gérées par l'association, déterminée à localiser le supposé mâle, qui, pour une raison inconnue, ne s'est encore jamais montré, même à la femelle. Lorsqu'elle atteint une station dans l'hémisphère sud, un agent de surveillance lui fait écouter un enregistrement d'archives, le chant d'accouplement d'un mâle baleine à bosse, conçu pour attirer la dernière femelle restante. L'entreprise exploitait simplement les émotions de la baleine afin de faciliter de futures interactions. Pendant ce temps, la plus grande société du monde, Alpha, prévoyait d'entrer dans le secteur de la biotechnologie. Une organisation capable de communiquer avec la dernière baleine à bosse représentait un atout précieux. Le projet Ménagerie 2100 n'avait jamais eu pour but de sauver des animaux individuellement. Ce n'était qu'une affaire commerciale, destinée à constituer une archive complète de toutes les espèces pour l'avenir. Ils étaient prêts à utiliser les méthodes les plus impitoyables. Furieuse, Rebecca affronta sa supérieure, l'accusant de tromperie. Mais celle-ci répondit calmement, sans ces mesures, la baleine ne se serait jamais approchée d'eux volontairement, ni n'aurait permis d'être étudiée. Rebecca ne pouvait pas accepter ce qui se passait, tandis que sa supérieure s'en alla, indifférente. Chez elle, bouleversée, Rebecca regarda de vieilles vidéos familiales. Elle pensa à son mari disparu, à sa mère, et à son fils à qui il ne restait peut-être pas beaucoup de temps. Elle se sentit aussi seule que la baleine elle-même. Déterminée à faire quelque chose pour apaiser sa culpabilité, Rebecca retourna à sa station d'observation. Elle transforma sa voix et la diffusa dans les profondeurs de l'océan. Elle avertit la baleine femelle, ne fais pas confiance aux messages du mâle, ce sont des mensonges humains soigneusement construits. Bien qu'elle ne soit pas certaine que la baleine la comprenne, elle espérait qu'elle pourrait goûter à une véritable liberté dans le peu de temps qui lui restait. Soudain, un appel aigu retentit. La baleine femelle réapparut. Elle ne comprenait pas le concept de mensonge. Avec patience, Rebecca lui expliqua, la tromperie est une tactique que les humains utilisent lorsqu'ils sont désespérés. Sentant la fin approcher, la baleine confia qu'elle allait bientôt mourir. Rebecca la réconforta, lui rappelant ses propres mots, la chute d'une baleine marque un nouveau commencement. Tout ce qu'elle a pris à la vie lui sera finalement rendu. Peut-être qu'un jour, dans un lointain futur, les baleines à bosse prospéreront à nouveau. La baleine resta silencieuse un instant, puis demanda finalement, et comment les choses seront-elles différentes la prochaine fois? La conversation de Rebecca avec la baleine parvint rapidement à ses supérieurs. Elle fut écartée du projet et affectée à une nouvelle mission, surveiller les loups presque éteints d'Alaska. Il y avait néanmoins une lueur d'espoir, le climat plus froid conviendrait mieux à la santé d'Ezra. Rebecca et son fils firent leurs valises, se préparant à partir. À la radio, une annonce tomba, les baleines à bosse, qui communiquaient par des chants et des sons complexes, s'étaient éteintes en 2046. Autrefois, leur population dépassait 125 000 individus. Suivant la tradition, Rebecca acheta à son fils une peluche de baleine à bosse, leur appartement était déjà rempli de jouets représentant des animaux disparus. Puis, une idée lui vint. Au lieu de partir immédiatement, ils louèrent un bateau privé et prirent la direction des eaux profondes. Rebecca installa un émetteur sonar, puis plongea dans l'eau avec son fils. Tandis que la fréquence spécifique se propageait dans l'océan, la baleine femelle remonta à la surface. Rebecca lui fit ses adieux et offrit à Ezra la chance de voir la baleine de ses propres yeux à un moment qui ne se reproduirait jamais.